Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'art moderne et notamment l'impressionnisme dans la musique et la peinture. Et on va faire l'arrêt sur les deux chefs-d'œuvre de cette époque, un après-midi de Faune, les préludes de Claude Debussy et la valse de Ravel. Donc, et j'aimerais commencer la lecture par la citation de grand chef d'orchestre français, compositeur français Pierre Boulez, qui a dit une phrase La musique moderne s'éveille à l'après-midi d'un faune. Et cette œuvre, ce chef-d'œuvre est communément considéré comme toute première œuvre de la musique moderne et son impact dans le terme de sonorité d'orchestre et la fusion entre la musique abstraite et poésie reste unique. Donc, si on recule un peu dans le temps, évidemment tout le monde sait que le 19e siècle, la musique occidentale en Europe était dominée par les romantiques allemands et autrichiens, comme Schubert, Schumann, Brahms, Wagner, Mahler. Et à la fin de ce siècle, dans les pays germaniques, il y a la question de sortir du romantisme, et c'est d'une manière radicale qu'on sait tous que Arnold Schoenberg qui va inventer la musique atonale. Mais en France, le compositeur Claude Debussy va proposer une alternative différente au romantisme en explorant un nouveau mode d'expression. Donc il ne s'agit plus pour le compositeur d'exprimer ses sentiments personnels, comme faisait le romantique, mais plutôt exprimer ses impressions ressenties à travers de l'évocation d'une image. Et donc il y a un grand changement car le compositeur avec ses sentiments personnels, il n'est plus au centre de son œuvre. Et il faut dire que Debussy c'était un grand admirateur de génie de Wagner, mais il trouvera rapidement sa physionomie, son chemin dans la musique. Donc Paris qui était à la fin du 19e siècle sans doute la Mecque de la musique classique était largement dominée par la musique de Wagner et tous les compositeurs étaient sous son influence. Et exactement, cette chef-d'œuvre, le prélude, c'était la réponse d'un compositeur français. C'était très fin, très lyrique, très raffiné. Et surtout, ça s'opposait à l'orchestration massive de Wagner, qui prend sans doute ses racines dans le Beethoven, Brahms, et ça devient plus. Et Debussy fait une orchestration très légère, très raffinée, comme ça. Évidemment, on sait tous déjà, mais quand même, je vous invite à écouter deux extraits, un de Wagner et un de Debussy. Très court. L'impressionnisme, donc c'est un mouvement artistique qui débute vraiment une nouvelle conception de la réalité et qui débute aussi vraiment un nouveau courant, un grand changement dans l'art de l'époque. Et d'abord, c'était un mouvement pictural qui est apparu en France dans les années 1860 à l'opposition à l'art académique et qui vise à explorer les côtés éphémères de la lumière et ses effets sur les formes et les couleurs. Mais il est intéressant de savoir que les paysagistes anglais, et notamment John Constable et William Turner, ont influencé les artistes comme Claude Monet, Renoir et Alfred Sisley, qui vont devenir les premiers impressionnistes. Donc, comme on peut constater, contrairement aux paysagistes classiques qui peignaient la nature inexistante et romantisée, les impressionnistes ils vont s'efforcer de capter l'éphémère. Et donc, si on réfléchit, on regarde que les mêmes paysages, selon le temps qu'il fait, ou saison, ou l'heure, ils présentent les grands changements. Donc, Claude Monet, on sait qu'il a peint énormément de nymphéas dans son jardin à Giverny, et je vous propose maintenant les trois vues de son pont japonais dans le jardin de Giverny pour voir les différences. Et donc, euh, pour capter les changements visuels qui changent à chaque instant, ils vont faire vraiment les grandes évolutions dans la technique. Ils vont être obligés à inventer des nouvelles techniques. Ok, maintenant, je sais pas, pour le terme d'impressionnisme, oui, d'où ça vient en fait, c'est intéressant de savoir que ça vient d'un article de journal de célèbre critique d'art, lui, le roi,
qui raconte sa visite dans l'atelier de célèbre photographe Nadar. Donc l'article a paru le 25 avril 1874 et il y avait une exposition de peintres, sculpteurs et graveurs anonymes, les sociétés, et pendant un mois, ils vont présenter 150 œuvres d'art. Donc pour revenir à l'histoire de Leroy, il s'acharne sur un tableau de Claude Monet, peint en 1872, l'impression lever des soleils, qui va ensuite devenir comme un tableau très connu et qui est maintenant au musée Marmottan à Paris. Donc il va s'acharner sur ce tableau et il va marquer dans le journal une phrase assez ironique qui est basée sur le jeu de mots comme ça. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Mais ces surnoms très ironiques, Monet et les autres peintres, ses amis, ils ne vont pas rejeter, mais eux-mêmes, ils vont reprendre 3 ans plus tard, en 1877, à l'occasion de leur prochaine exposition. Donc de 1874 à 1886, il aura en tout les 8 expositions, et chacune va marquer une approche nouvelle avec la technique de comment capter la lumière, etc. Et ça va ouvrir une nouvelle page dans l'art moderne qui progresse. Donc maintenant, on revient à la partie musicale. Donc on a parlé un peu. Les préludes à l'après-midi d'un fond de Debussy est composé d'après, comme on sait tous, d'après la poésie du poète symboliste Stéphane Mallarmé. Et c'est une des œuvres les plus connues de Debussy et ça a été devenu connu immédiatement. Et c'est un bel exemple de la musique impressionniste que Ravel il qualifiera miracle unique dans l'histoire de toute la musique. Donc Debussy compose cette œuvre de 1892 à 94, il a environ 30 ans et il n'écrit pas la musique pour plaire à ses contemporains, mais il cherche vraiment son langage. Donc il travaille sur 2 œuvres, c'est le prélude et l'opéra Péléas et Mélisande, qui va encore dépenser plusieurs années à terminer, mais qui va également révolutionner le monde de l'opéra plus tard. Donc le jour de la première de l'œuvre, Debussy va demander dans le programme marqué la citation suivante. La musique de ces préludes est une très libre illustration de beaux poèmes de Mallarmé. Elle ne désire guère résumer ses poèmes, mais veut suggérer les différentes atmosphères au milieu desquelles évoluent les désirs et les rêves de Égipan par cette brûlante après-midi. Fatigué de poursuivre nymphes craintifs et naïades timides, il s'abandonne à un sommeil voluptueux qui anime le rêve d'un désir enfin réalisé, la possession complète de la nature entière. Et Mallarmé dira à propos, cette musique prolonge l'émotion de mon poème, il présenterait des dissonances avec mon texte, sinon qu'elle allait plus loin vraiment dans la nostalgie et dans la lumière. Donc Debussy, avec cette œuvre, écrit une des pages les plus oniriques, qui fait entrer la musique symphonique à l'aube du XXe siècle, vraiment dans un nouveau siècle. Et la poésie est substance même de cette œuvre, donc Debussy s'éloigne des chemins traditionnels. Et les préludes, on sait tous que c'est un genre assez libre et on a l'impression d'être vraiment en face d'une grande improvisation. Et Debussy témoigne également les grandes fluidités dans la perception de temps. On a l'impression qu'il ne marque pas les temps forts ou il évite de marquer la pulsation. Et c'est la flûte, l'instrument flûte qui donne unité à cette partition. La flûte qu'on a souvent associée dans l'iconographie à l'image d'un faune, cette créature fantastique de la mythologie romaine, mi-homme, mi-bouc. Donc Debussy fait entendre son thème voluptueux au moins 10 fois, d'abord découvert et après à la découverte et après en orchestrant et harmonisant chaque fois différemment selon le rêve de Pan. L'ambiance est langoureux et le temps il est suspendu et on a l'impression que l'orchestre nous hypnotise. Au-dessus de l'instrument seul, on entend vraiment un tapis sonore orchestral qui s'ouvre à nos oreilles et l'orchestration que Debussy il a le savoir-faire de faire avec beaucoup de raffinement et originalité. Il paraît de cette musique pour faire son ballet révolutionnaire et il y a vraiment un grand travail qui a été fait avec les très peu d'images d'archives et les photos qu'il y avait avec la technique moderne d'ordinateur et on a la chance un peu de voir comment ça a été. Donc maintenant on va parler de la valse de Ravel. Donc l'histoire de cette œuvre en accord avec Sergei Diaghilev qui était le célèbre producteur de saison russe à Paris, Ravel va commencer, il va vouloir écrire l'apothéose de la valse, un ballet à l'hommage de Johann Strauss. Et la Première Guerre mondiale, elle va commencer et ça va l'obliger à remettre son projet pour plus tard. Et il a vécu l'expérience de la guerre comme un véritable anéantissement de la civilisation et de ce fait, il va changer les projets. Donc, à l'image tellement raffinée et romantique de la cour impériale autrichienne au XIXe siècle,
succéder l'image de monde qui est toujours menacée par la destruction et la barbarie. Et de ce fait, la production définitive de la valse dépasse largement les projets initiaux. C'est la somptueuse évocation de la grandeur, de la décadence et la destruction de la civilisation occidentale. Et donc, comme Ravel il dira lui-même, c'est une espèce d'apothéose de la valse viennoise à laquelle se mêle dans mon esprit l'impression d'un tourbillon fantastique et fatal. Et comme c'est marqué au début de la partition, Ravel il marque des nuées tourbillonnantes, laisse entrevoir par éclaircie des couples de valseurs, et elles se dissipent peu à peu, on distingue une immense salle peuplée d'une foule tournoyante. La scène s'éclaire progressivement, la lumière des lustres éclate au fortissimo, une cour impériale vers 1855. Donc l'œuvre, ça a été créé devant Sergueï Diaghilev. Selon certains témoignages, Ravel il a joué version piano solo, les autres ils disent qu'il a joué 2 pianos avec la pianiste Marcel Meyer, mais ça va devenir la raison de brouille entre Sergueï Diaghilev et Ravel, car Diaghilev a rejeté les ballets en disant que c'est un chef-d'œuvre mais ce n'est pas un ballet. Donc l'œuvre en soi c'est vraiment un tour de force pour l'orchestre et c'est une progression des épisodes contrastueux par contenu, l'orchestration, et tout ceci aboutit à une apothéose complètement délirante comme ça. Et l'œuvre se divise en 2 parties qui sont asymétriques. La première partie plus grande, elle illustre vraiment la citation de Ravel, qu'on a dit là-haut. Et la deuxième, c'est beaucoup plus obsessionnel et tourmenté comme ça. Merci beaucoup.